En moins 431, Périclès, l'homme le plus influent d'Athènes, prononce une oraison funèbre en l'honneur des premiers citoyens morts dans la guerre contre Sparte. Lors de son discours, il prononce ces mots : « Je commencerai par nos aïeux, car il est juste et équitable, dans de telles circonstances, de leur faire l'hommage d'un souvenir. Cette contrée, que sans interruption ont habité des gens de même race, est passée de main en main jusqu'à ce jour, en sauvegardant, grâce à leur valeur, sa liberté. Ils méritent des éloges, mais nos pères en méritent davantage encore. À l'héritage qu'ils avaient reçu, ils ont ajouté et nous ont légué, au prix de 1000 labeurs, la puissance que nous possédons. Nous l'avons accrue, nous qui vivons encore et qui sommes parvenus à la pleine maturité. C'est nous qui avons mis la cité en état de se suffire à elle-même, en tout, dans la guerre comme dans la paix. Les exploits guerriers qui nous ont permis d'acquérir ces avantages, l'ardeur avec laquelle nous-mêmes ou nos pères nous avons repoussé les attaques des barbares ou des Grecs, je ne veux pas m'y attarder. Vous les connaissez tous ? Aussi, je les passerai sous silence. Périclès rappelle en quelques mots comment Athènes est devenue en moins d'un siècle la cité la plus influente de Grèce. Nous reviendrons nous aussi, dans cet épisode, sur les grands événements qui ont permis à cette cité de devenir, au 5e siècle, l'une des plus grandes puissances du monde grec. Notre histoire débute en même temps que le 5e siècle. À cette époque, le monde grec s'étend tout autour du bassin méditerranéen, car les cités grecques avaient auparavant établi un grand nombre de colonies entre le détroit de Gibraltar et la mer Noire. La région qui nous intéresse en ce début de siècle est l'Ionie, car cette région est à ce moment sous la domination du gigantesque empire perse, qui est dirigé par Darius Ier. Le problème, c'est qu'un grand nombre de cités grecques se trouvent sur ces côtes, et que ces dernières n'acceptent plus cette domination étrangère. En 499 avant Jésus-Christ, une ligue s'organise autour de la plus puissante d'entre elles, Milet, et fait le choix de se révolter contre l'Empire. Cette révolte ne reçoit pas vraiment de soutien de la part des cités grecques continentales. La plus puissante d'entre elles, Sparte, refuse par exemple d'intervenir. Seules Athènes et Érétrie apportent leur aide à la ligue en lui fournissant 25 navires, soit environ 4000 hommes. Mais ce léger soutien est insuffisant. La révolte est vouée à l'échec. Dès moins 494, les Perses ont repris toutes les cités qui s'étaient révoltées et les remparts de Milet sont rasés. La prise de cette puissante cité est un choc en Grèce continentale. On prend alors conscience de la menace que représentent les Perses. Et effectivement, dès moins 490, l'Empire perse lance une expédition afin de se venger d'Athènes et d'Érétrie qui avaient soutenu la révolte, mais surtout aussi pour s'assurer de sa domination sur la mer Égée en soumettant les cités grecques des Cyclades. Cette expédition est précédée par un envoi massif d'ambassadeurs perses en Grèce pour demander la soumission des cités. Nombreuses sont celles qui acceptent, mais nombreuses aussi sont celles qui refusent. Sparte et Athènes, par exemple, mettent à mort les émissaires qui leur ont été envoyés. Dès le printemps moins 490, une flotte perse établit des régimes qui lui sont favorables dans toutes les îles de la mer Égée, et ce sans faire preuve d'une grande violence. On estime aujourd'hui la taille de cette flotte à environ 200 trières, et la taille de l'armée perse à environ 25 000 hommes, ce qui est déjà un nombre assez considérable pour l'époque, mais pas incroyable pour la superpuissance qu'était alors la Perse de Darius Ier. Après avoir soumis les Cyclades, la flotte fait route vers l'Eubée, où l'armée perse rase la cité d'Érétrie et déborde sa population, sûrement comme vengeance à l'aide que cette dernière avait apportée à la révolution des cités ioniennes. Les Perses débarquent alors à Marathon, sur les terres d'Athènes, et cette dernière est forcée de se défendre. Elle demande de l'aide aux Spartiates et envoie ses 9000 hoplites vers le lieu du débarquement. Sparte, toutefois, ne peut intervenir, car ses lois interdisent à ses citoyens de prendre les armes pendant les périodes de fêtes religieuses, ce qui était alors le cas. Athènes reçoit toutefois le soutien de la cité voisine de Platée, qui lui envoie un contingent de 1000 hoplites. Les troupes perses rembarquent quelques jours plus tard, sûrement dans l'objectif de débarquer à Athènes directement pour l'assiéger. Mais le stratège athénien, Miltiade, profite alors de l'occasion pour lancer une offensive et porter un grand coup aux Perses. Durant cette bataille, les pertes grecques ne s'élèvent qu'à 192 hommes,
alors que les Perses en perdent 6400. La victoire est alors totale, et la flotte perse retourne en Asie. Bien que la bataille de Marathon soit une grande victoire pour les Athéniens, elle est une défaite mineure pour le puissant empire. De plus, l'expédition perse est une réussite, puisque l'empire met la main sur les Cyclades, s'assurant ainsi le contrôle total de la mer Égée. Mais en Grèce, la victoire athénienne offre une gloire énorme à la cité, qui s'est battue seule contre un ennemi qui était alors réputé comme invincible. Et cette dernière élève la bataille de Marathon comme symbole de la résistance grecque face aux barbares. En -482, des mines d'argent sont découvertes dans le Laurion, sur les territoires d'Athènes, assurant ainsi une certaine richesse à la cité. Thémistocle, qui était à ce moment un homme politique populaire à Athènes, convainc ses concitoyens d'affecter des revenus de ces mines à la construction de trières pour assurer la défense de la cité. Ainsi, dès -480, Athènes possède la plus grande flotte de Grèce, du haut de ses 200 trières. En parallèle, Xerxès, le fils de Darius Ier, a pris le pouvoir en Perse et prépare déjà une nouvelle expédition afin de venger son père. Les moyens levés cette fois-ci sont infiniment supérieurs à ceux de -490. Xerxès prépare une flotte de plus de 1200 navires ainsi qu'une armée gigantesque pour l'époque, dont la taille est difficile à estimer aujourd'hui. Hérodote parle de 2 millions d'hommes, mais ce nombre est bien évidemment très largement abusif. On peut imaginer la crainte que les cités grecques ont ressentie en apprenant ces préparatifs. Mais Athènes, se sachant la première visée de cette expédition, ravive la combativité de celle-ci et est rapidement rejointe par Sparte et ses alliés du Péloponnèse. Ainsi, les 31 cités prêtes à résister se réunissent à Corinthe en -481 et mettent en place une alliance défensive sous l'hégémonie de la plus puissante d'entre elles, Sparte. Le roi Léonidas Ier et le général Eurybiade, tous deux de Sparte, prennent respectivement le commandement de l'armée et de la flotte de l'Alliance. En Perse, la mobilisation des troupes s'opère au printemps -480. L'Empire est alors prêt à fondre sur la Grèce. Sur terre, le choix est fait par les Grecs d'envoyer une avant-garde afin de bloquer l'avancée perse au détroit des Thermopyles, par lequel ces derniers seront obligés de passer. 7000 hoplites y sont donc envoyés sous le commandement de Léonidas. Le nombre est évidemment insuffisant pour contrer l'avancée perse. Au début du combat, une grande partie de l'armée grecque se replie plus au sud, tandis que les Spartiates, restés avec leur roi, sont pris de revers à la suite d'une trahison. Sur mer, la flotte grecque affronte les navires perses à l'Artémision, mais la bataille est indécise et la flotte grecque se retire sans qu'il n'y ait de véritable vainqueur. Cette retraite de la flotte est possible grâce au sacrifice des Spartiates de Léonidas qui ont tenu les Thermopyles 3 jours durant. Ces deux batailles se sont déroulées dans des endroits exigus, ce qui a permis de compenser l'énorme infériorité numérique des Grecs. Devant l'avancée de l'armée perse, les Grecs sont forcés de se replier à l'isthme de Corinthe, lieu qu'ils ont choisi pour affronter leur ennemi. Athènes est ainsi abandonnée à Xerxès, qui incendie l'acropole. La grande majorité de la population s'était toutefois réfugiée dans d'autres cités. En parallèle, Thémistocle obtient du général Eurybiade que la flotte grecque soit postée à Salamine, qui était encore un endroit étroit dans lequel l'infériorité numérique des Grecs ne serait pas en désavantage. Selon Hérodote, Adimante de Corinthe se serait opposé au désir que Thémistocle avait de se battre à Salamine, et il lui aurait fait de nombreux reproches, car Athènes était tombée aux mains des Perses. Ce à quoi Thémistocle aurait répondu que les Athéniens auraient une patrie et une ville plus puissante que la leur, tant qu'ils auraient 200 vaisseaux montés par leurs citoyens, puisqu'il n'y avait nulle part en Grèce d'État capable d'y résister. Par la suite, Thémistocle fait envoyer un messager à Xerxès, qui lui fait croire que les Grecs, démoralisés, sont sur le point de s'enfuir. Le Perse y croit et envoie sa flotte se battre à Salamine. Mais le combat tourne au désastre pour les Perses, car leurs navires, plus lourds et plus nombreux, sont incapables de manœuvrer correctement. Suite à cette défaite, Xerxès se retire en Asie et laisse le commandement de ses troupes à son général Mardonios. Ce dernier engage une retraite et campe ses troupes près de Platée. L'alliance grecque rassemble alors, d'après Hérodote, 40 000 hoplites sous le commandement du roi de Sparte Pausanias. À ce nombre, il faut ajouter au moins autant de fantassins légers, tandis que les Perses aligneraient, d'après lui, 300 000 hommes. Les Grecs vont alors à la rencontre des Perses, et malgré leur infériorité numérique,
Ils l'emportent une fois de plus, et ce après 3 semaines de combat, sûrement grâce à la supériorité de leurs hoplites sur les troupes perses bien moins organisées. Durant cette bataille, le général perse Mardonios meurt, et son armée se replie, humiliée, en Asie. Pendant ce temps, la flotte grecque répond à l'appel des îles de l'est de la mer Égée, dont la puissante Samos, qui souhaite se révolter contre les barbares, et écrase la flotte de ces derniers au cap Mycale. Avec cette série de victoires, le monde grec parvient à repousser un ennemi dont la puissance est infiniment supérieure à la leur. La victoire est éclatante et conforte le monde grec dans son idée de supériorité vis-à-vis des barbares. Athènes et Sparte gagnent une gloire encore jamais égalée parmi les cités, tandis que les Athéniens interprètent ces exploits comme une preuve de l'excellence de leur cité. Après ces grandes victoires, les Perses ne menacent plus la Grèce continentale, mais la guerre n'est pas terminée pour autant. Les cités d'Asie mineure recherchent des alliés afin d'assurer leur autonomie vis-à-vis de l'Empire, tandis que celles des Cyclades rejoignent l'alliance grecque. Après la bataille du cap Mycale, les Spartiates et leurs alliés rentrent au Péloponnèse. Mais les Athéniens, eux, font le choix d'aller assiéger la cité de Sestos, dans laquelle se trouve encore une garnison perse. Ce choix est important, car c'est la première fois qu'Athènes engage une action militaire contre les Perses sans être soutenue par Sparte. Les Athéniens sont victorieux, et la prise de la cité par ces derniers convainc les Spartiates de continuer la guerre. Mais ils sont peu enclins à organiser des expéditions loin du Péloponnèse. Il ne faut pas oublier que Sparte était avant tout une grande puissance militaire. Leur flotte n'était de fait pas très impressionnante, au contraire des Athéniens qui eux avaient fait le choix de concentrer leur puissance sur celle-ci. En parallèle, Athènes lance la construction d'une grande muraille afin de protéger la cité et son port du Pirée. Le roi de Sparte Pausanias prend en -479 la tête d'une expédition qui s'empare de Chypre et de Byzance. Mais le roi se montre violent avec les autres Grecs de l'Alliance. Certains d'entre eux vont même aller s'en plaindre à Sparte. Ils disent que Pausanias commet des injustices et qu'il exerce sa charge de stratège à la manière d'un tyran. N'oublions pas que les rois de Sparte ne sont pas du tout absolus. Ils ont uniquement un rôle militaire et religieux. Pausanias est donc rappelé à Sparte afin d'y être jugé, tandis que les Athéniens, eux, se rendent de plus en plus populaires auprès des autres cités. Les Spartiates envoient alors le général Dorsis à la place de Pausanias pour prendre le commandement de la flotte. Mais les autres Grecs, irrités par le comportement qu'a eu ce dernier envers eux, refusent de reconnaître Dorsis. Sparte, fatigué de mener la guerre loin de chez eux, abandonne son hégémonie et se retire de l'Alliance, et confie le commandement aux Athéniens. Ces derniers organisent un congrès à Délos, dans lequel ils créent ce qu'on appelle aujourd'hui la Ligue de Délos. Son but est bien évidemment de combattre les Perses. Le principal bras armé de la nouvelle Ligue est sa flotte. Toutes les cités participent donc à son entretien, soit en payant un tribut, soit en fournissant des navires. Les Athéniens détiennent l'hégémonie, mais en contrepartie, les cités alliées sont reconnues comme libres et autonomes. Il est d'ailleurs décidé que toutes les cités se rassembleront une fois par an à Délos afin de débattre des actions à mener. Chaque cité est donc égale. Dès -476, la Ligue poursuit la guerre contre la Perse. Elle lance cette année une expédition afin de chasser cette dernière de la Thrace et de l'Hellespont. Au fil des années, Athènes semble s'être imposée de plus en plus au sein de la Ligue. Elle semble d'ailleurs utiliser la puissance de celle-ci pour satisfaire indirectement ses propres intérêts, comme avec l'expédition de -476 par exemple. L'Hellespont est une région qui intéressait déjà Athènes avant les guerres médiques, et en -465, ils forment une colonie en Thrace. Un autre exemple de cette utilisation de la Ligue est l'attaque que mènent les Athéniens la même année contre les pirates qui habitent l'île de Skyros. Ils chassent ces derniers de l'île, puis profitent de cette occasion pour y installer leurs propres colons. Ainsi, des protestations se font entendre dès -470 au sein de la Ligue. Dans les années qui suivent, la cité de Naxos, qui était la plus puissante des Cyclades avant que les Perses n'en prennent le contrôle, puis celle de Tassos, qui possédait l'une des plus puissantes flottes de l'Alliance, tente de faire sécession. Mais Athènes le refuse. Les deux cités sont écrasées au terme d'une guerre, et elles font leur retour dans la Ligue non plus en tant qu'alliées, mais bien comme tributaires, tandis que leurs flottes sont confisquées. Vers -466, la Ligue lance une nouvelle expédition punitive à l'encontre des Perses dans l'Eurymédon. La bataille est une grande victoire pour les Grecs. Ils détruisent 200 navires ennemis, tandis qu'ils écrasent l'armée perse sur terre.
Cette victoire augmente encore le prestige de l'Alliance et encourage un grand nombre de cités de Carie à la rejoindre. En -465, Xerxès meurt et la Ligue profite des troubles pour libérer les cités de Chypre qui étaient encore sous domination perse. En -460, l'Égypte rentre en révolte contre l'Empire et demande l'aide des Grecs. Ces derniers font alors voile vers le Nil pour soutenir la révolte et prennent Memphis. Mais les Perses contre-attaquent et l'armée grecque reste bloquée 6 ans en Égypte avant d'être défaite en -454. En parallèle, Sparte est touchée par un violent séisme en -464 qui lance une grande révolte en Messénie. Les Spartiates demandent alors l'aide d'autres cités pour mater les révoltes et Athènes envoie 4000 hoplites pour les soutenir. Mais Sparte refuse leur aide et les renvoie. C'est le point de départ des tensions entre les deux puissantes cités. Les années suivantes, des conflits vont éclater entre les alliés de Sparte et Athènes, sans que les deux cités ne s'affrontent directement. En -457 par exemple, Athènes écrase la cité d'Égine et la force à quitter la Ligue du Péloponnèse pour rejoindre la Ligue de Délos. Une escarmouche éclate toutefois entre Spartiates et Athéniens à Tanagra. C'est une victoire pour les Péloponnésiens. Les Athéniens prennent le contrôle de la Béotie en -457. Et entre -456 et -455, ils lancent des raids sur les côtes du Péloponnèse. Ils prennent la cité de Chalcis, qui avait été fondée par Corinthe en Étolie. En -448, les Spartiates sont vaincus à Delphes, mais les Athéniens perdent la Béotie l'année suivante. Comme vous le voyez, il se déroule un grand nombre de conflits entre la Ligue du Péloponnèse et la Ligue de Délos. Tantôt l'une est victorieuse, tantôt l'autre. Il est seulement important de comprendre ici que les relations entre les deux grandes alliances de la Grèce se sont totalement dégradées au fil du temps. En -446 toutefois, une paix de 30 ans est conclue entre Sparte et Athènes. Le traité ne concerne que les deux cités, pas leurs alliés. Il prévoit le recours à l'arbitrage en cas de conflit, et les deux cités reconnaissent le système d'alliance de l'autre. La défaite en Égypte de -454 est douloureuse pour Athènes, et laisse planer le risque d'une nouvelle expédition perse sur la Grèce. Le trésor de la Ligue est déplacé la même année à Athènes. On ne peut pas aujourd'hui dire si cet acte a été réalisé par Athènes dans le but de renforcer sa domination sur ses alliés, ou bien s'il a été fait dans le but de protéger au mieux le trésor en cas d'attaque perse. En tout cas, il est évident que le contrôle des Athéniens sur leurs alliés continue de s'accentuer au fil du temps. À partir de -450, les Athéniens commencent à prélever une partie des tribus versées par les alliés pour développer leur propre cité. La même année, la Ligue défait à nouveau la flotte perse dans les eaux de Chypre. L'année suivante, une paix est signée entre Athéniens et Perses. Elle met définitivement fin à la guerre. La mer Égée est désormais interdite aux flottes perses et ces derniers reconnaissent l'indépendance des cités d'Asie mineure. Athènes, elle, promet de ne plus jamais intervenir dans les affaires d'Égypte et de Libye. Une fois la guerre terminée, la Ligue n'a plus de raison d'être, mais Athènes décide de ne pas la dissoudre, ce qui prouve encore une fois la domination qu'elle exerce sur ses alliés. En -449, toujours, le décret de Cléarque est voté à Athènes. Il impose les poids et mesures ainsi que la monnaie athénienne dans toute la Ligue, mais il ne sera jamais vraiment appliqué. Le décret irrite toutefois encore plus ses alliés. Et effectivement, en -447, plusieurs cités d'Eubée ainsi que la cité de Mégare se soulèvent contre la domination athénienne et sont suivies en -446 par Milet, mais elles sont toutes écrasées. Pour les punir, Athènes impose un régime démocratique à Chalcis et réduit grandement l'autonomie de la cité. Estiaia voit-elle sa population être déportée. Les murailles des cités vaincues sont rasées, leur flotte est confisquée et elles doivent rembourser les frais de guerre. À partir de ce moment, Athènes installe des garnisons dans les cités alliées en temps de guerre et à temps plein dans les cités qui ont tenté de faire sécession. Elle envoie également des magistrats qui résident en permanence dans les cités alliées. Les Athéniens peuvent ainsi les surveiller. En -440, c'est au tour de Samos de tenter de regagner son indépendance à la suite d'un conflit avec Milet. Cette dernière demande l'aide d'Athènes qui intervient. Samos est l'une des cités qui possède une flotte puissante au sein de la Ligue, mais les Athéniens envoient 200 trières et la soumettent. La cité parvient donc à diriger la Ligue de Délos d'une main de fer, réprime chaque tentative de sécession par le sang, tout en imposant de plus en plus de contraintes aux alliés. Ainsi, Athènes parvient en moins d'un siècle à s'imposer comme la plus influente des cités grecques. Sa domination s'étend en -439 sur au moins 275 autres cités,
tandis que sa flotte domine sans égal la mer Égée. Avec la domination de la mer et de son commerce, la cité parvient à s'assurer son ravitaillement en céréales et en matières premières en toutes circonstances. Le tribut versé par ses alliés lui permettent de financer les reconstructions de l'acropole qui avait été saccagée par les Perses, et notamment la reconstruction du Parthénon, un temple dédié à la déesse Athéna, tandis que des magistrats, commandés par la cité, surveillent ses alliés. Ces derniers, d'ailleurs, se reposent de plus en plus sur Athènes pour assurer leur sécurité et mener les combats à leur place. Beaucoup préfèrent payer le tribut plutôt qu'avoir à entretenir une flotte. La preuve est qu'en moins 454, seules 13 ou 14 cités versaient encore ce tribut en envoyant des navires dans la flotte de la Ligue. Toutes les autres préféraient alors payer leur part en argent. Même si elles le désiraient, les cités de la Ligue de Délos sont, à la veille de la guerre du Péloponnèse, bien incapables de se soustraire à cette domination d'une Athènes qui est alors au sommet de sa gloire. Sparte est donc la seule qui serait capable de lui tenir tête. Mais oserait-elle briser la paix de moins 446 et entrer réellement dans une guerre ouverte qui pourrait sans surprise tourner en sa défaveur ?